telle ou telle profession par rapport à une autre. Évidemment, on est là pour développer les coopérations et les partenariats. Mais effectivement, on a encore des services de soins qui sont, je ne parle pas de la médecine scolaire, mais je parle de services de soins qui fonctionnent en venant dans les ESS, dans les équipes éducatives, écouter et repartir. Est-ce qu'on peut encore fonctionner aujourd'hui comme ça? C'est-à-dire, à partir du moment où on participe et on partage avec les autres. Et c'est la qualification pour tout le monde. Alors, les médecins ne vont pas tout nous dire, ne vont pas nous faire les bilans. Les psychologues scolaires aussi ne vont pas dire tout ce qu'ils ont analysé et tous les bilans qu'ils ont faits. Quoique après, s'ils ont l'autorisation des parents, pourquoi pas. Mais je crois que de ce point de vue-là, on a vraiment des progrès à faire sur ce que j'ai dans un dossier, ce que je constitue, est-ce que ça peut être lu en transparence. Après, mes notes personnelles de professionnels, ça c'est mon problème, ce sont mes notes personnelles. Si je peux faire juste une petite parenthèse sur la question, parce que Martine, tu as commencé, donc tu as posé un certain nombre de sujets au collectif, hein. C'est la question des troubles du comportement. Et là, effectivement, on a une question collective sur cette question des enfants qui perturbent, des enfants qui ont des troubles des comportements, du comportement. Je ne vais pas reprendre toute la typologie, la classification qu'il y a là-dessus, mais c'est une vraie question qui partage l'école aujourd'hui, et il ne se passe pas une semaine au niveau du département sans qu'on ait un questionnement au niveau de la direction académique où on nous dit ce gosse, il faut qu'on le déscolarise. Il ne peut pas rester à l'école, il ne tient pas dans l'école, il est dangereux, et on nous demande, c'est à peu près une fois par semaine en moyenne, hein, sur l'ensemble de l'année, c'est au moins une fois par semaine. Un enfant pour qui on nous demande une déscolarisation. Alors, j'essaie de dire une suspension scolaire, le temps de trouver, etc., etc. Mais en fait, on nous demande une déscolarisation parce que ça ne tient plus, on n'arrive plus à tenir. On voit bien les solutions telles qu'elles s'esquissent. Hein. On ne travaille pas seul dans la classe, on travaille en collectif, on travaille en partage, on trouve d'autres temporalités, d'autres espaces, on réfléchit à des modalités d'activité pédagogique, etc. Mais dans un premier temps, même si on a essayé des choses, on n'a pas toujours essayé en travail partagé comme ça. On nous demande une déscolarisation. Et ça, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment un point très particulier, parce qu'on a beaucoup travaillé sur le handicap. Je crois que beaucoup d'enfants sont là à l'école, on tend, on avance, on progresse, mais on a aujourd'hui un effectif, une population scolaire. Ça commence à... Je vais là-bas. Non, mais je parlais là. Ça, je vais là-bas. J'avais besoin. Je peux parler à côté. Oui. On aura sans doute à voir collectivement beaucoup plus profondément ce que c'est que contenir et tenir un enfant dans l'école quand il n'a pas intégré un certain nombre de règles, de codes socio-scolaires, et comment on peut fonctionner comme ça quand même. Parce que c'est un vrai défi pour l'école aujourd'hui, ces situations-là. C'est un véritable défi aujourd'hui qui dépasse le handicap. Parce qu'au niveau des collèges, alors je ne vais pas donner la parole, pas pour passer la parole sur les collèges, mais au niveau des collèges, on voit très bien la question du décrochage telle qu'on est en train de s'installer pour ces jeunes qui ne sont plus dans l'acceptation des codes scolaires et que nous n'arrivons pas à contenir dans le cadre scolaire. Et là, vraiment, de ce point de vue-là, je crois qu'on a... J'ai un peu dérivé, désolé, mais parce qu'on avait la question sur les troubles du comportement, et cette question des troubles du comportement qui commence dès l'école maternelle, hein, le sujet qu'on se pose collectivement là-dessus, on ne le résout pas forcément à l'école élémentaire, et il finit par rééclater au collège avec du décrochage. Et là, il y a un enjeu sociétal qui est loin d'être mineur. Voilà. Donc, une réaction de parents, parce que je pense qu'effectivement, cette question du secret ou du partage d'informations fait discuter, pour montrer aussi comment les choses restent, s'ancrent dans l'histoire. J'étais la semaine dernière dans un autre département français, où les projets personnalisés de scolarisation, ils doivent sortir de la NDPH peut-être, mais ils ne vont pas beaucoup plus loin.
En tout cas, c'est un projet qui doit rester quelque part dans un tiroir, parce que les enseignants ne les voient jamais, parce que ça fait partie, je ne sais pas, du secret médical ou du dossier de l'enfant. En tout cas, ça n'est pas communiqué. Donc simplement, l'enseignant, il reçoit un document qui lui dit que cet enfant est handicapé et qu'il doit le scolariser. Donc on a un vrai problème, et cette surplombance, elle se traduit aussi par une culpabilisation terrible des enseignants, qui se sentent obligés de faire, par le poids de l'institution, par le poids des spécialistes qui donnent des conseils qu'on n'a pas ou qu'on ne comprend pas. Et donc, être capable de dire « je ne sais pas faire, je ne peux pas faire », et en ayant raison en plus, parce qu'on ne sait pas faire tout seul et qu'on ne peut pas faire tout seul, et que les réponses se trouvent ensemble, ça commence à devenir un peu plus intéressant. Alors, de ce point de vue-là, il faut avoir l'information. Barbara ? Oui, je voulais reprendre cette idée de diffusion des documents aux familles. Un vrai partenariat suppose la diffusion des documents aux familles. Ce n'est pas possible. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois de découvrir après coup des dossiers qui ont compté pour des demandes de financement, que je n'ai eu les dossiers que bien plus tard parce que je les ai demandés. De la même façon, quand vous dites les familles peuvent consulter, ça ne veut pas dire qu'elles le font, c'est que dans le droit, elles peuvent. Dans les faits, il faudrait encore faudrait-il qu'elles sachent qu'il y a eu un rapport et puis qu'elles fassent la demande, etc. On doit leur proposer. Mais voilà, on doit leur dire qu'il y a un rapport. C'est même pas ça, c'est doit. C'est dans notre fonctionnement, nous, après. Hein. Voilà. Donc après, même moi, alors à Genève, j'ai demandé à ce que ces documents me soient envoyés systématiquement. Évidemment, ils ne le sont pas. Et puis évidemment, la plupart du temps, les documents qui ne nous sont pas donnés, quand on hurle pour pouvoir les obtenir parce que c'est notre droit, quand on les a, en général, on n'est pas déçu. Et ça m'est encore arrivé très récemment. Donc c'est important et moi je suis assez systématique là-dessus. Je voulais juste revenir sur quelque chose que vous avez dit plusieurs fois, j'ai peut-être fait hurler la salle, mais plusieurs fois vous avez dit mais comment on fait quand on a 30 enfants dans la classe? Moi j'entends, c'est une contrainte évidente, une contrainte professionnelle évidente. Je vais vous faire hurler, je sais que vous êtes beaucoup d'enseignants. J'ai moi-même mon expérience de parent qui fait que une enseignante au tout début, pas l'enseignante actuelle en même temps, m'avait dit oui mais Sacha il faudrait qu'il fasse ci, il faudrait qu'il fasse ça, il faudrait que je fasse ça, mais vous comprenez j'ai aussi mes élèves. Alors voilà jusqu'où ça va. Et puis je pense que ça pose un problème de fond, un problème social de fond, c'est que à partir de quel moment qui a décidé que la hiérarchie, c'était je m'occupe d'abord de l'élève allophone, c'est ce qu'on m'a dit. Je m'occupe ensuite de l'élève dyslexique, je m'occupe ensuite de l'élève je sais pas quoi, et puis au final, si j'ai un peu de temps, ou si tout va bien, je m'occuperai de votre enfant qui a une trisomie 21. C'est-à-dire que, parce qu'il y a 30 enfants, parce qu'il y a, vous avez dit un mot, des difficultés ordinaires, c'est ce que vous appelez ça des difficultés ordinaires, ces enfants-là, en tout cas moi de ma propre expérience et de ce que j'ai vu dans les entretiens de famille, il y a une hiérarchie implicite qui se fait où nos enfants arrivent toujours en bas de cette hiérarchie. Voilà, je voulais juste reprendre ça parce que vous l'avez dit plusieurs fois, même si je comprends tout à fait la vie. Voilà. C'est pas une hiérarchie implicite, voilà. C'est une hiérarchie, ça marche plus. Oui, c'est pas une hiérarchie implicite, c'est une vraie hiérarchie, c'est une hiérarchie qui est demandée aux enseignants et qui fait partie des contraintes du métier. Et effectivement, on se retrouve avec cette espèce de folie où quand un enseignant spécialisé a tellement bien son travail qu'un jeune pourrait être dans la classe toujours, tout le temps, il n'a pas sa place de droit. Pourtant, on a une loi là-dessus. Mais on voit bien la difficulté qui font que ces enfants sont encore dehors et qu'on travaille à les remettre dedans. On fera l'école inclusive le jour où ces enfants seront tous dedans et qu'on mettra en place les dispositifs, l'organisation qui fera que pour tous, à parité, on pourra construire des réponses et dont moi je fais le pari que les réponses qu'on construira pour Sacha, pour les quelques-uns qui seront identifiés avec un label handicap, seront des réponses qui pourront permettre à de très nombreux enfants en grande difficulté scolaire de fonctionner. Ce qui va aussi redonner un énorme pouvoir d'action aux enseignants. Parce que ce qui fait souffrance aussi tout de suite dans les écoles ordinaires, c'est que justement la difficulté ordinaire, elle n'est pas gérée. Donc l'arrivée de difficultés supplémentaires est un énorme problème, parce que c'est de la difficulté supplémentaire. Si on rebrasse le problème et qu'on essaye de se dire, ne raisonnons pas par type de handicap,
mais par type de réponse possible. On voit bien que donner des écrits plus lisibles, raccourcir les temps d'apprentissage, permettre aux élèves d'avoir des évaluations plus explicites, etc., c'est des dispositifs qui servent les élèves avec handicap, et de nombreux handicaps, et aussi beaucoup d'autres élèves. Dans cette approche-là, ça veut dire, là encore, que l'enseignant dans sa classe n'a pas toutes les manettes pour créer l'école inclusive. Il faut probablement jouer sur l'organisation scolaire. Donc on a la chance d'avoir un chef d'établissement dans la salle, en plus des directeurs d'école et des responsables de structure. Et c'est vrai que la question de la gouvernance de l'école, de la transformation de l'école, est un levier important de la construction de l'école inclusive. Là encore, pas pour amener les enseignants à faire autre chose que leur métier, mais justement pour leur permettre de refaire leur métier dans un cadre modifié qui permet d'agir efficacement. 2-3 mots sur l'organisation de l'établissement. Vous avez tellement insisté pour venir parler. J'ai pas du tout insisté, hein. N'était pas prévu que j'intervienne, mais je vais le faire parce que vous faire part un petit peu quand même de ce qui se passe dans le second degré et en tout cas de nos difficultés. La première, c'est peut-être, vous voyez, je crois que je suis la seule chef d'établissement second degré présente là aujourd'hui. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup d'enseignants du second degré, mais j'ai cru comprendre que non. Quelques-uns quand même. Ah, ça me rassure. Ça me rassure. Mais je crois que justement les difficultés qu'on peut rencontrer dans le second degré par rapport à la scolarisation d'enfants avec de la grande difficulté scolaire ou d'enfants qui relèvent du handicap,